Donc bonjour et bienvenue pour cette nouvelle leçon. Donc nous l'avons vu dans les leçons précédentes, le monde ouvrier travaille dans des conditions diverses mais extrêmement difficiles. C'est pourquoi de nombreux penseurs, des philosophes, des écrivains vont s'interroger sur le sort de ces classes travailleuses qu'on appelle aussi les prolétaires ou les classes laborieuses. Donc c'est la leçon de ce chapitre. Le chemin de fer témoin des transformations dans le monde des idées et comment améliorer le sort des ouvriers. Donc, Karl Marx va être un Allemand qui a beaucoup voyagé et qui a pu se rendre compte de cette misère des classes ouvrières. Il a voyagé notamment en France, il a voyagé à Londres et il va dénoncer après avoir observé ces différentes conditions ouvrières, il va dénoncer l'exploitation des ouvriers par les bourgeois. Il va vouloir mettre en place une société égalitaire. C'est le constat qu'il fait. Cette exploitation-là doit cesser et mettre en avant, comme il le dit et comme on le voit dans sa biographie, créer une société égalitaire où ce qu'il appelle la lutte des classes, classe bourgeoise, classe ouvrière, aurait totalement disparu. Si on va un petit peu plus loin et qu'on lit cette théorie qu'on appelle la théorie marxiste, qui est liée directement à ce penseur Marx, il va mettre en place ces idées pour essayer de changer les choses. Alors, que dit-il dans ce texte? Eh bien, ça sera à vous à le découvrir puisque vous allez lire ce texte de Marx et répondre à ces quatre questions pour bien le comprendre. Donc, quels sont les deux camps qui s'opposent selon Marx? En relevant des informations du texte, décrire chacun de ces camps. Quel est le but immédiat pour changer la situation selon Marx et comment souhaite-t-il s'y prendre pour atteindre ce but? Donc, la philosophie qu'il met en place est expliquée dans cet extrait, écrit avec son camarade Friedrich Engels, qui est aussi un Allemand, donc pour voir un petit peu la philosophie qui sera très importante l'année prochaine, la philosophie communiste marxiste. Si on poursuit, eh bien, on va voir que ce mouvement ouvrier commence à se révolter par rapport à ces conditions de travail et les mouvements de grève se multiplient. Donc, l'idéologie communiste de Marx pousse certains ouvriers à revendiquer des changements. Ici, on a le cas, vous connaissez bien l'usine du Creusot, hein, et on observe un défilé des ouvriers habillés de manière très simple et pour les hommes avec des casquettes symbolisant le monde du prolétariat, le monde ouvrier. Et les femmes sont aussi en première ligne, on les voit ici, dans ce mouvement de contestation. Enfin, comme je le disais, on observe derrière les usines en dernier plan qui symbolisent cette difficulté, cette dureté du travail. Donc, au milieu du 19e siècle, des hommes et le peuple, la masse des ouvriers, c'est de faire changer les choses et de faire en sorte d'améliorer leurs conditions, leurs conditions. Et on va voir aussi que l'action des syndicats va permettre l'amélioration des choses. Alors un syndicat, on le mettra dans la définition de la trace écrite plus tard, hein, c'est une association qui permet de favoriser, de défendre l'intérêt des ouvriers. Et les premiers syndicats apparaissent en 1884, c'est-à-dire les ouvriers ont désormais bien, une institution, une association qui est là pour les défendre. Alors, ils vont permettre à ces syndicats plusieurs avancées, notamment, la première des avancées, en 1892, le travail des adolescents est limité à 10 heures par jour, celui des femmes à 11 heures, et interdit de travailler de nuit. Deuxième avancée syndicale, c'est 98, la responsabilité patronale dans les accidents de travail, c'est-à-dire ce n'est plus l'ouvrier qui va être responsable quand il a un accident de travail, mais le patron, si par exemple ses installations sont vétustes ou mal entretenues, la responsabilité du patron sera engagée, ce qui le obligera à verser de l'argent pour les soins des ouvriers accidentés à cause de la négligence des patrons. Troisième avancée, ici on est en 1900, la journée de travail de 10 heures n'excédera plus 10 heures. Donc vous voyez, l'action des syndicats protège aussi le travail des prolétaires et des salariés. Et enfin une dernière que j'ai listée, un repos hebdomadaire obligatoire, au moins une journée de repos obligatoire pour les travailleurs, alors qu'avant ils n'en avaient pas du tout. Donc vous voyez, on est véritablement là dans la défense de ce monde ouvrier et les choses sont en train un petit peu de changer. L'ouvrier n'est plus vu. On fait en sorte plutôt qu'il ne soit plus une véritable machine à travailler pour plus de rentabilité et de production.
Donc, on va pouvoir noter cette première trace écrite. Les ouvriers s'insurgent, c'est-à-dire se révoltent, à cause de leurs conditions de travail et de la misère. Une nouvelle pensée politique s'élabore, comme le communisme avec Marx, qu'il développe l'idée de lutte des classes et de la nécessité de renverser le système capitaliste. Tout au long du XIXe siècle, des lois sociales vont progressivement améliorer le sort des ouvriers, notamment grâce à l'action des syndicats autorisés en 1884. Vous avez ici les définitions de ces systèmes de pensée, communisme et capitalisme, et l'action des syndicats. Et on va arriver dans ce monde des idées du XIXe siècle, opposer très souvent le communisme et le capitalisme. Les deux ne vont pas ensemble. Le communisme va vouloir mettre fin, selon Marx, aux inégalités, protéger au maximum les ouvriers et renverser les classes bourgeoises, alors que le capitalisme, lui, au contraire, veut les mettre en avant, ces classes bourgeoises, pour augmenter encore plus de capital. Donc les deux vont entrer en lutte entre le capitalisme et le communisme en cette fin de XIXe siècle. Mais il y a aussi d'autres penseurs, comme Charles Fourier, qui est un philosophe, un penseur français, qui va imaginer, et lui va imaginer, des lieux harmonieux où le bien-être des ouvriers serait au cœur des préoccupations. On observe ici ce qu'il appelle un phalanstère, une sorte de cité idéale où le travail se conjugue avec les loisirs et la culture, puisqu'on peut voir apparaître des jardins d'hiver, des cours intérieurs, un théâtre aussi, des étables et des écuries, basse-cour, donc un endroit convivial, un endroit de vie harmonieuse où l'ouvrier va travailler, mais va aussi pouvoir développer culture ou autres éléments pour son bien-être. Donc on a ces penseurs-là, vous voyez, on a vu Marx, vu d'autres, on a Fourier notamment, qui essaie de développer des idées pour le meilleur, le bien-être des ouvriers. Bon, on va le noter parce que c'est important de voir différentes manières de penser le monde ouvrier et son amélioration. Aussi, des penseurs comme Charles Fourier proposent de créer une communauté idéale dans laquelle les intérêts et les aspirations des individus se conjuguent harmonieusement. Il imagine ces lieux en les nommant des phalanstères. Donc voilà un petit peu ces idées variées pour améliorer le sort des ouvriers, mais on voit bien la fin du XIXe siècle et ou le deuxième tiers du XIXe siècle, ou troisième tiers du XIXe siècle, pardon, est un lieu de véritablement imagination de meilleures conditions de travail pour ce monde ouvrier qui se demande des meilleures conditions. Donc, dans ce contexte de réflexion presque philosophique sur le monde industriel et ses changements, les patrons ont aussi un avis sur la question. Quel est l'avis des patrons? Veulent-ils, comme Marx ou Fourier, améliorer le sort des ouvriers? Eh bien, la question est complexe et les avis différents. Par exemple, on va voir que Jean-Baptiste Gaudin, un industriel français, à la tête d'une fabrique de poêles, eh bien, ce Jean-Baptiste Gaudin va proposer et s'inspirer un petit peu de ce qui s'est fait avant selon les penseurs, et il se demande si ceux qui créent la richesse n'ont aucun droit et bienfait aux splendeurs qu'elle procure. Ça veut dire quoi? Il va s'interroger sur le paradoxe suivant. Les ouvriers produisent de la richesse, mais ils n'en tirent aucun bénéfice puisqu'ils sont pauvres. Et ce paradoxe-là lui pose question et l'interroge. Ceux qui produisent la richesse n'en ont pas. C'est quand même assez étrange et bizarre, et il faudrait changer ces choses-là. Donc, il va mettre en place l'idée que c'est pas la richesse et la production à tout prix qui doivent être mises en avant, mais les conditions de travail de l'ouvrier. En fait, il dit que si l'ouvrier est placé dans des conditions favorables pour produire, il y aura un intérêt pour le patron puisqu'il produira plus. En fait, pour lui, les conditions de travail déterminent la quantité de production. Bonnes conditions, grande productivité de l'ouvrier. C'est ce qu'il dit dans la dernière phrase. Il était donc d'un intérêt industriel bien compris de chercher à placer l'ouvrier dans de meilleures conditions afin de donner plus de stabilité à la production. Un ouvrier bon, un ouvrier bien dans sa peau, bien dans son travail, est un ouvrier qui va produire plus. Et en ce sens, Jean-Baptiste Gaudin, patron de cette usine de poêle, s'inspire des idées de Fourier. Il va même aller encore plus loin, puisque il va mettre en pratique ces idées-là de manière réelle, alors que Fourier est quelque chose d'abstrait qu'il avait écrit, théorisé dans les livres. Eh bien, Gaudin va le mettre concrètement en place avec ce qu'il va appeler un familistère, l'usine vue comme un véritable lieu familial où on va retrouver quoi? Eh bien, des lieux
pour le travail évidemment, mais aussi pour la culture et l'éducation, comme par exemple théâtre, comme par exemple les écoles. On va avoir aussi des lieux pour la santé des ouvriers. Par exemple, c'est où ici alors c'est pas marqué ici, mais vous avez des lieux pour la santé des ouvriers et l'apprentissage de l'hygiène, par exemple. Voilà, émaillage. Ici notamment, voilà, c'était ici. Le lavoir dédié à la lessive, certes, à la toilette, à l'apprentissage, notamment de l'hygiène et de la santé. Dans ce système, du coup, ce sont les ouvriers qui maîtrisent la production et qui financent les différents lieux de cet espace. Donc un immense complexe où on va trouver l'ensemble des biens dont ont besoin les ouvriers pour leur vie quotidienne, pour l'éducation, pour l'hygiène, pour le travail, pour les courses du quotidien. Ce grand complexe ici, eh bien, familistère inventé pour le bien-être des ouvriers. Donc vous voyez que le sort des ouvriers est un véritable enjeu de cette deuxième partie du 19e siècle, et beaucoup de penseurs, même des patrons, s'y sont penchés. Donc ce familistère se situe à Guise, dans l'Aisne, eh bien, il a permis aussi un développement plus harmonieux du travail des ouvriers. Donc, il y a aussi d'autres réponses à la misère ouvrière de la part du patronat. Certains patrons, alors comme M. Schneider au Creusot, se soucient des ouvriers et de leurs conditions de vie. C'est ce qu'on appelle le paternalisme. Donc vous avez ce texte ici des usines Schneider, où vous avez le patron, un des patrons, M. Schneider, qui eh bien, donne son avis sur la manière dont les ouvriers sont traités. Alors c'est M. Schneider qui parle ici, c'est un salarié qui explique comment son patron se soucie des salariés. Et vous avez Henri Schneider qui est ici. Donc ce texte, il sera sur votre fiche ici, vous le voyez là, et les questions qui sont associées sont là. Donc, de quelle usine est-il question dans ce texte et qui en est le patron? Comment l'auteur du texte décrit-il le patron? Et qu'est-ce que l'usine met en place pour les ouvriers et leurs familles? Donc ces questions-là à travailler concernant ce texte. Donc une manière aussi pour les patrons de euh, penser au bien-être des ouvriers. Donc des patrons comme Eugène Schneider, alors j'ai dit Henri, c'est important, c'est Eugène Schneider, au Creusot, se soucie du sort des ouvriers et leur offre de bonnes conditions de travail et de vie. Dans la grande industrie, les rapports sociaux entre bourgeois et prolétaires changent. Ce qu'on appelle le paternalisme s'appuie sur ces changements. Qu'est-ce que c'est le paternalisme? C'est une attitude bienveillante, mais aussi autoritaire d'un patron vers ses salariés, le conduisant à leur accorder des avantages sociaux. C'est-à-dire le patron pense au bien-être des ouvriers, il exerce toujours son métier de patron, ou la notion d'autorité, mais il essaie d'améliorer au mieux les conditions de travail parce qu'il a conscience que des ouvriers bien dans leur travail produiront beaucoup, il aura un intérêt à ce que ça se passe. Vous avez au contraire certains patrons pour qui le sort des ouvriers n'est pas la préoccupation première. Seule la rentabilité pour eux est importante. Il s'agit de ce qu'on appelle du système libéral que vous allez découvrir dans ce texte, qui est une interview de notre patron du Creusot quelques années plus tard, qui s'appelle lui Henri Schneider. Donc, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez ici, on a vu Eugène Schneider, une philosophie paternaliste sur ses ouvriers. Son successeur quelques années plus tard, qui s'appelle Henri Schneider, lui, il a une autre philosophie du travail, et c'est quelque chose de beaucoup plus libéral, et vous découvrirez ce qu'est le libéralisme dans ce texte. Donc, une nouvelle doctrine, c'est-à-dire une nouvelle idée politique et économique, appelée le libéralisme, émerge à cette époque. En gros, qu'est-ce que ça défend le libéralisme? Ça défend la propriété privée des moyens de production et la libre concurrence. Quoi? Eh bien que le monde de cette fin du 19e siècle est très concurrentiel. Pour le fer, pour le charbon, pour le textile, vous avez des pays concurrents, il faut être le meilleur. Et peu importe si les ouvriers vont se tuer à la tâche, pour un patron, c'est essayer d'être le premier, en quelque sorte, dans sa course à la concurrence pour le produit qu'il est en train d'essayer de vendre. Et ça, le libéralisme, tous les moyens vont être bons pour être le premier dans cette concurrence. Et c'est souvent les ouvriers qui trinquent, j'allais dire, face à cette philosophie libérale. Donc, le libéralisme idéologique qui prône la liberté d'entreprendre et la libre concurrence. Donc voilà un petit peu le tour de ces différents éléments et on va pouvoir conclure en disant
Au XIXe siècle, de nouvelles idées économiques et sociales naissent et s'opposent parfois, comme le libéralisme et le communisme. Donc ceux qui seront en classe avec moi cette semaine, l'affiche, nous y répondrons en classe. Par contre, vous venez évidemment avec l'affiche et avec la leçon copiée. Bonne semaine et pour ce que je vois, à jeudi et vendredi.